Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un top 5. Enfin, faire un top 5. Je vais faire un top 5 des decks que je conseillerais pour un débutant actuellement dans la méta actuelle, je précise. Pour les decks qui seront les plus simples, oui, par rapport à la méta actuelle, oui, qui seront, je pense, les plus simples à utiliser, qui vous permettraient de vous entraîner, de vous entraîner sans que ça soit frustrant parce que le deck est impossible à jouer en tant que débutant parce qu'il punit les erreurs comme jamais. Là, c'est pas le cas, ça sera pas le but. Vraiment, les decks que je vais vous présenter, les 5 decks que je vais vous présenter sont des decks que je conseillerais à un débutant parce qu'ils sont faciles d'accès, on comprend très facilement ce qu'on doit y faire, ce qu'on doit faire. Et on n'a aucun vrai problème qui fait qu'on a besoin déjà d'expérience et de connaissances dans le jeu pour pouvoir vraiment bien jouer le deck. En tant que par exemple, c'est ce que j'aurais bien aimé avoir en tant que débutant, par exemple, ce genre de deck, parce qu'en vérité, c'est des decks qui, en vérité, tu fais une erreur, c'est pas trop grave. Enfin, ça dépend de la gravité de l'erreur, hein, effectivement. Si tu joues un deck qui est super agressif, qui veut faire des KO à chaque tour, mais que tu te foires et que tu peux pas attaquer ce tour, du coup, que tu peux pas attaquer ce tour, là, c'est pas une petite erreur, quoi. Mais voilà. Ça dépend de la gravité de l'erreur quand même, mais voilà. Pour un deck facile, il y a quand même plusieurs catégories, il y a plusieurs choses à quand même à savoir. Ce que moi j'estime d'un deck facile, c'est un deck qui a en tout à peu près 4 choses. Un deck qui, pour commencer, on comprend clairement ce qu'on doit faire. On comprend facilement ce qu'on a à faire, avec le deck, ce qu'on peut faire avec le deck, et les combos de cartes, les combinaisons de cartes qui sont disponibles. Et on comprend aussi, évidemment, les subtilités, je pense les subtilités. Par exemple, ici, dans notre deck, dans le deck qu'on voit là, la subtilité du terrain, il y a des petites subtilités quand même. Mais en fait, ces subtilités-là, en réalité, instinctivement, on va les avoir. En réalité, on va les connaître. Sur le fait que, par exemple, Forêt de Vitalité, elle nous permet de faire évoluer un des Pokémon de type plante, même s'ils ont déjà évolué ce tour-là. Mais ça inclut aussi le fait qu'on peut les évoluer même quand on les vient de les poser. Cette subtilité-là, elle n'est pas écrite dans la carte. Pourtant, elle est bien présente. Et instinctivement, on la comprend instinctivement. On peut se dire que, effectivement, je pose le Pokémon, je peux déjà le faire évoluer, alors que je viens de le poser et que c'est pas écrit sur la carte que je peux le faire. Voilà. Deuxième chose, elle ne demande pas de réflexion. Enfin, je dis elle ne demande pas de réflexion, c'est pas vrai. Elle ne demande pas beaucoup de réflexion, ou du moins elle ne demande pas non plus de réfléchir comme pendant 4 heures pour faire tes plays correctement, pour avoir tout ce que tu voudrais avoir avant de faire ton play. Souvent, les mains que tu possèdes sont soft, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant plusieurs heures pour, par exemple, sur une hyperbole, te dire, j'ai défaussé ça et ça, mais est-ce que je peux défausser ça ou ça? Non, sur Dardagnan, ça va très vite, ça va aller très vite, parce que tu as souvent tout le temps les mêmes cartes. Tu as des cartes que tu vas jamais utiliser, il y a des cartes qui ne serviront pas. Il y a pas mal de cas de ce genre. Et en vérité, tu n'as pas besoin de réfléchir pendant 10 minutes complètes. Souvent, tu réfléchis une trentaine de secondes et tu as déjà le play. Tu vas finir par avoir ton play à ce moment-là. Le troisième chose, c'est un deck qui ne demande pas de forte gestion, mais qui, en plus de ça, n'a pas de lourds problèmes aussi. Hein. En fait, qui n'a pas de défauts à proprement parler énormes. Il n'a pas d'énormes défauts. Bon, évidemment, ça dépend vraiment de la decklist. Il y a certaines decklists qui ont des très gros défauts et qui sont pourtant très simples, mais parce qu'ils sont compensés par les autres points. En fait, ils ont un énorme défaut, mais ils sont compensés par les autres points. Voilà. Dardagnan, là je montre Dardagnan parce que c'est le premier deck que je voulais présenter, mais en fait, ce sont des decks où on n'a pas besoin de. Soit on n'a pas beaucoup de besoin de. Enfin, en fait, où le ratio de. On a besoin de ressources et on pioche, on a la facilité à les avoir, on va dire, est positif. On va dire qu'on va avoir. Je prends là, je prends comme ça, mais en gros, je vais prendre le deck Wagada, parce que c'est celui-là que je connais, parce que c'est celui-là que je main. En fait, c'est un deck qui a besoin de gestion assez énervée même, parce que c'est un deck qui est lourd et qui va même pas piocher, qui va pas vraiment beaucoup piocher. On va piocher une carte au début du tour,
notre supporter potentiellement. Et on a Kangwax slash Favainos qui nous permettent de nous améliorer un peu sur la pioche. Mais Favainos, c'est dans le cas où on se fait KO. Et Kangwax, c'est à chaque tour, certes. Mais Kangwax, ça fait que 2 pioches, ça fait que 2. Donc en fait, on pioche pas beaucoup plus que la normale. Et on est en plus de ça très lourd. On a besoin de beaucoup de ressources pour faire tourner le deck. On a besoin d'un Latias pour faire switch les Pokémon facilement. On a besoin des énergies sur Wagada. On a besoin de Wagada lui-même. On a besoin du terrain. On a besoin de mettre un Pokémon sur le dessus du deck pour pouvoir tirer l'attaque de Wagada. Et puis en plus de ça, ça c'est comme ça. Mais il faut aussi qu'on les ramène les Pokémon parce qu'on les a pas à l'infini ceux-là. On n'en a pas à l'infini. On a les énergies boomerang, certes, mais pour jouer QRM. Et en plus de ça, oui, évidemment, Wagada. Et en plus de ça, très compliqué pour autre chose. Voilà. Parce qu'on a besoin de réfléchir aussi, hein, c'est autre chose. Et voilà. Ça, c'est bon le truc. On va donc avoir en fait du poids. En gros, on va avoir le poids du deck. Le poids, c'est le fait. On qualifie le poids d'un deck par rapport à en fait les ressources qu'il a besoin. Plus tu as besoin de ressources pour faire ce que tu veux, ou plus tu as besoin de ressources pour faire tourner le deck, plus le deck est lourd. Voilà. Je prends, là je vais prendre Dardagnan. Dardagnan, on va tu as besoin d'une énergie. Comment dire, Aspico, les faire évoluer machin. Les faire évoluer. En Dardagnan, il t'en faut normalement 3 pour faire des gros KO, pour faire des KO sur des gros Pokémon. Mais déjà, c'est que pour les gros Pokémon. Pour les Pokémon un peu plus fragiles, un peu plus faibles, on va dire en point de vie, t'as pas forcément besoin de autant de Dardagnan. Voilà. Et puis, tu as un Pokémon tanky, donc en fait, souvent, tu vas pas te faire one-shot sur le moment. Donc, en fait, tu vas pas devoir réinvestir à chaque tour encore des ressources supplémentaires pour ramener tes Pokémon, pour ramener les Dardagnan qui sont KO. Pas dans l'immédiat, du moins. Voilà. Et de plus, là, tu as d'autres cartes. En plus de ça, tu as d'autres cartes. Et évidemment, du coup, c'est le ratio du poids par rapport à ce que tu es capable de piocher. En fait, en gros, c'est le ratio du poids. C'est le ratio du poids du deck par rapport à la stabilité du deck. Par rapport à la stabilité, je sais pas, par rapport, oui, à la pioche du deck, mais en fait, on pourrait plutôt appeler ça par rapport à la stabilité du deck. En fait, la stabilité du deck, c'est le fait d'avoir les ressources que tu veux quand tu veux. Et en fait, j'appelle ça comme ça, mais c'est même pas ça le mot exact. Ça va pas être ça le mot exact. Mais en gros, le fait de piocher, d'aller chercher tes cartes, d'aller les récupérer, d'aller facilement les obtenir, d'obtenir facilement ce que tu veux avoir en vérité. D'obtenir facilement ce que tu veux avoir. Voilà. Il y a des match-ups où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir beaucoup de cartes, évidemment, parce qu'il y a des match-ups où c'est très galère de réussir à faire fonctionner tes moteurs de pioche, où c'est beaucoup plus dur. Et voilà. Mais en gros, voilà, le troisième point, c'est justement ce troisième point, justement, c'est ce ratio-là. C'est le ratio poids sur stabilité. C'est le ratio poids sur ce que tu vas réussir à récupérer. Sur ce que tu vas être ce qui va être facile à avoir. Sur la facilité d'obtenir les cartes que tu veux. Souvent, pour un deck de débutant, on va dire de débutant. Non, pas un deck de débutant, mais un deck qui est adapté aux débutants, on va dire, qui est facile pour les débutants. C'est un deck qui va avoir ce ratio-là assez... là, il est si faible si on le met comme ça, mais normalement, ça devrait être dans l'autre sens, en fait. Ça devrait être dans l'autre sens, ça devrait être la stabilité sur le poids. Mais en réalité, un deck où t'as beaucoup de stabilité pour un poids qui est... Enfin, t'as beaucoup de stabilité par rapport au poids qui est nécessaire, par rapport au poids. T'as beaucoup de stabilité par rapport à ce qui est vraiment nécessaire dans le deck. Ou c'est un minima 1,50-50. Le poids que t'as est à peu près équivalent à la stabilité que tu vas avoir. Et donc, en vérité, ça, les deux s'annulent. En vérité, t'es plutôt lourd, mais vu que t'as beaucoup de pioches, en vérité, t'es pas si lourd que ça, t'es pas si dur que ça à obtenir comme carte. C'est pas dur. Il faut que ce soit minima ou neutre. Neutre, ça veut dire en gros, comme je viens de dire, certes, le poids et la stabilité s'annulent. T'as un poids, t'as une stabilité qui le compense, qui compense ce poids, qui le compense. Ou, du coup, supérieur, il faut que la stabilité fasse plus que compenser le poids. En gros, hein, que la stabilité, soit elle compense, soit elle fait plus que compenser, soit elle compense plus que nécessaire. Voilà. En gros du gros. Le dernier point, c'est les erreurs, c'est la punition du deck. Certains decks sont un peu intangibles aux erreurs, aux faibles erreurs, parce qu'évidemment il y a des erreurs où c'est très grave, et voilà. Il y a des erreurs où évidemment c'est très grave. Défausser ton hyper arôme là qu'on voit là, c'est ton high tech. Normalement tu la défausses jamais. Il y a des cas où tu la défausses. Hein.
Il y a des cas où tu as des fausses, parce que ça ne sert à rien. Mais là, l'hyper arôme, normalement, elle te sert tout le temps. Elle va tout le temps te servir, c'est le principe. C'est le principe, hein, la high-tech est très puissante et elle va tout le temps te servir normalement. Mais par exemple, il y a des decks où on pourrait très bien jouer Krabarak avec la cape. Bah, le problème, c'est que la cape, il te one-shot quand même. Donc bah, la cape, elle te sert à rien. En fait, la cape, elle te sert à rien. Elle te one-shot quand même dans tous les cas. Dans tous les cas, il va te réussir à one-shot alors qu'il était la cape. Donc ça sert à rien d'avoir la cape. Voilà, enfin, par exemple. Un exemple du genre. Mais du coup, les erreurs, du coup, la punition sur le fait que le deck va être. Est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il va y avoir des gros. Est-ce que quand tu joues ce deck et que tu fais une erreur, est-ce que les conséquences de cette erreur seront graves ou pas? Normalement, pour un deck qui est plutôt pour les débutants, les erreurs doivent doivent donner des faibles conséquences, ou du moins des conséquences faibles, le plus faible possible. Ce qui n'est pas le cas de tous les decks, certains decks amplifient les conséquences à mort alors que tu as fait une petite erreur. Alors qu'en vérité, tu as fait une petite erreur, mais tes conséquences sont catastrophiques derrière quand même. Normalement, un deck pour débutants, t'as beau avoir fait une grave erreur, les conséquences sont pas vénères, sont pas vraiment très énervées. Peut-être un petit peu, mais voilà, ça va, ça pourrait être pire. Mais donc, voilà, on va commencer du coup avec, parce que vous voyez depuis 11 minutes déjà, Dardanian. Dardanian, c'est ce que je qualifie en vérité d'un deck simple, qui marche, parce que c'est un deck méta. C'est un deck méta qui marche, hein. Mais c'est un deck tout simple. C'est vraiment un deck simple à comprendre. Avec Dardanian, il faut avoir masse de... En fait, Dardanian, il fait 110 de dégâts. Enfin, pour une énergie plante, il fait 110 de dégâts pour chaque Dardanian en jeu. Par conséquent, tu devines... Un peu, c'est pour chaque Dardanian qui est présent... Non, c'est... Oui, pour en jeu. Hein. Normalement, c'est chaque Dardanian en jeu. Oups. Oupsie. Attendez. On va aller rechercher Dardanian. On va aller rechercher Dardanian. Mais, ouais. Il est là. Dardanian, c'est... Voilà. C'est bien en jeu. C'est pour le nom, pour toutes les cartes qui ont le nom Dardanian en jeu, hein, à peu près. Hein. Toutes les cartes sont Dardanian ou Dardanian X en jeu. On va donc évidemment bien comprendre qu'il faut qu'on fasse un maximum de Dardanian sur le terrain pour faire des dégâts, pour faire de lourds dégâts. Souvent 3 Dardanian suffit pour 80% des match-ups. C'est pas exactement le cas à chaque fois, mais voilà. Et oui, sinon ça marche. Évidemment, là, quand on regarde le deck, on comprend très bien qu'on fait Aspico, puis on fait comment ça s'appelle, Coconfort pour passer à Dardanian, et on joue l'arbre pour évoluer très vite, puisque l'arbre nous permet de faire évoluer un Pokémon de type plante, même s'il a été posé sur le terrain ou qu'il vient d'évoluer. Je précise bien qu'il vient d'évoluer, hein, évidemment. Ça veut dire qu'en gros, on peut poser Aspico, faire évoluer directement Coconfort, faire évoluer directement Dardanian, et en un tour, tu as eu ton Dardanian, alors que normalement, tu es censé attendre le minimum de tours. Hein. Qui du coup n'est pas le cas ici, puisqu'on a la forêt de vitalité. C'est ce qu'elle nous permet de faire. On a besoin d'une seule énergie, donc très peu de ressources, normalement, enfin très peu de ressources. En fait, on a besoin, dans les ressources qu'on a besoin d'une énergie, d'un Aspico, du Coconfort et du Dardanian pour ne serait-ce qu'attaquer à 110. Il faut répéter un peu l'opération, il faut au moins 3 Dardanians, du coup il faut 3 lignées évolutives de Dardanian et une énergie pour attaquer à 330, sauf que ça fait un petit peu lourd. En vrai, ça commence à faire un peu lourd, un poil lourd quand même. Ça commence à faire pas mal de poids, mais on a 2 Soulordo pour piocher les cartes et ça nous fait piocher vraiment beaucoup de cartes. Hein. Un Soulordo, un Pokémon qui résiste à peu près à 70 PV, ça résiste à toute attaque sur le banc assez facilement, Lance-Rien notamment. Lance-Rien et même Skelenox. On va les faire évoluer en 2 Soulordo qui fait que tu pioches 3 cartes et ils reviennent dans le deck derrière. Donc en plus, ils sont réutilisables. Hein. Ils sont réutilisables en plus de ça. Donc tu pioches 3 cartes. Avec un seul de Soulordo. Hein. Évidemment, tu vas souvent pas en avoir qu'un seul. On comprend bien qu'il en faut plusieurs. Hein, parce que tu peux, c'est un par tour. C'est pas un par tour, c'est en vérité une fois par 2 Soulordo. Mais c'est une fois par 2. Le talent s'active une fois par 2 Soulordo. Voilà, en gros. Mais tu peux très bien activer plusieurs de Soulordo sans aucun problème. Et tu pioches 3 cartes par ce lourdeau, ce qui fait quand même que tu pioches pas mal. Tu pioches beaucoup de cartes, t'as Favianos au passage, t'as évidemment Détermination Lily, et t'as Aurore qui permet de chercher en fait toute la lignée évolutive de Dardanian en un coup. Voilà. Toute une lignée évolutive d'un coup. Voilà.
Tu vas donc beaucoup piocher évidemment. Tu vas avoir Aurore qui te permet d'invoquer tes cartes, d'aller chercher tes cartes. Tu vas évidemment jouer Forêt de Vitalité en plus de ça, du coup. Hein, comme j'ai dit, Forêt de Vitalité, hein, parce que ça va te faire évoluer facilement. Combiné avec Aurore, ça te permet d'avoir Dardagnan en one shot. Dardagnan plus. Enfin, Aurore plus Forêt de Vitalité. Tu fais Forêt de Vitalité, Aurore, tu vas chercher toute la lignée évolutive du Dardagnan, tac, 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 et tu montes Dardagnan sur le terrain. Ce qui est très violent quand même. Tu vas évidemment jouer le kit attrape insecte, le Peaufine, le Pokéregistre, parce que le Pokéregistre notamment permet d'aller chercher les deux d'eau, les Coconfort, le Chenpao qui, enfin, le Baojian qui permet de défausser un terrain, ce qui est notamment utile. Un Fan Rotom au passage, un ventilateur, donc un mode Smileys, permet d'aller chercher des Insulourdos, 3 Insulourdos facilement. Ça permet de te stop très vite. On joue, alors là, on joue hyper arôme dans le deck, ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des decks qui jouent pas du tout ça, qui jouent pas du tout hyper arôme, mais ça joue autre chose souvent. Ça peut jouer autre chose. Alors, tu peux très bien jouer l'arbre majestueux. Tu peux jouer le tampon. Tu peux jouer le tampon. Tu peux jouer pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Souvent, jouer l'hyper arôme te permet d'aller chercher les co-confort, te permet d'aller chercher les deux Solardo. C'est vraiment intéressant. Et donc cette high-tech est très 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 forte évidemment. On joue donc 2 ordres du boss. Pas besoin, on tape déjà super fort. Hein. Souvent on va surtout aller chercher ça à la fin, surtout pour la fin qu'on va aller chercher un ordre du boss. On va jouer un carton rouge, pas obligatoirement, mais le carton rouge c'est la disrupt. C'est je pense l'une des cartes les plus difficiles à utiliser, à bien utiliser dans le deck. Parce que on va falloir deviner s'il a les bonnes cartes en main l'adversaire. Ce qui est assez compliqué à faire en tant que débutant. Donc voilà, mais elle n'est pas obligatoire dans le deck. Et on a aussi le billet de loterie. Alors le billet de loterie, ça permet de mélanger les cartes récompenses que tu as et de remettre autant de cartes récompenses que tu avais du dessus de ton deck, directement du dessus de ton deck. Donc évidemment, c'est intéressant. Ça peut être intéressant parce que tu peux avoir des cartes récompenses très très énervées, mais le billet de loterie, pareil, pas obligatoire. Et billet de loterie notamment, tu as besoin d'une capacité, d'une technique qui permet de connaître tes récompenses. Parce que sans cela, tu ne peux pas savoir si ton billet de loterie sera intéressant ou pas à jouer. Puisque, en regardant ton deck, normalement quand tu connais ton deck par cœur, tu peux jouer n'importe quelle carte, Pokéregistre, tu joues un Pokéregistre, tu regardes l'entièreté de ton deck. Et en fonction de ce qui va manquer, en fait. Et après, tu fais l'addition de ta main et ton deck, évidemment. Et puis, tu vas remarquer à force qu'il manque des cartes. En fait, en regardant, tu vas remarquer que par exemple, je sais pas, il va manquer un Dardagnan, il va manquer une Hyperbole, il va y avoir 3 Hyperboles dans le deck, alors dans le 3 Hyperboles dans le deck, t'en as pas dans la main, alors tu es censé en avoir 4ème, tu es censé en avoir une 4ème, ça veut dire qu'elle est dans tes prizes, ça veut dire qu'elle est dans tes cartes récompenses que tu peux évidemment pas regarder, mais c'est comme ça qu'on va faire pour deviner qu'elle est dans tes cartes récompenses. Voilà. Mais enfin, en note, c'est un deck qui est pas compliqué à comprendre, qui est assez linéaire en plus de ça, parce que tu vas tout le temps juste taper avec Beedrill le plus fort possible que tu peux en invoquant tous les Dardagnans que tu as. Évidemment, Beedrill c'est Dardagnan, je précise, mais tu vas invoquer tous les Dardagnans que tu as pour taper très très fort avec Dardagnan qui coûte une seule énergie. On va aussi avoir un ratio poids-stabilité très intéressant, puisque l'instabilité offerte par deux Sourdo plus le Fabianos nous permet de piocher pas mal de cartes. On a Aurore qui nous permet comme d'aller chercher un Dardagnan en lui-même, littéral, enfin d'aller chercher un Aspico, un Coconfort, un Dardagnan. Donc c'est très très fort. On a Détermination Lily parce qu'évidemment c'est toujours super intéressant à aller avoir. On a la forêt de vitalité qui nous allège en termes de temps, et on a l'hyperarôme qui est pas obligé, ça dépend. Vous avez d'avoir une high-tech, mais vous n'êtes pas obligé de prendre hyperarôme comme high-tech. Mais voilà, personnellement, je préférerais jouer l'hyperarôme. Mais du coup, voilà, l'hyperarôme qui vient te permet d'aller chercher les deux Solardo facilement, donc encore plus de pioches, qui te permet d'aller chercher les confort, qui te permet derrière de faire évoluer ça en Dardagnan. Voilà, t'as besoin qu'une seule énergie, et évidemment, t'as plein de cartes qui sont adaptées. Pokéregistre pour aller chercher les Dardagnan, les deux Solardo, les co-confort, le Baojian, mais notamment aussi le mode Smileys, et évidemment les Aspico en eux-mêmes. Les Peaufines copains qui viennent aller chercher les Aspico, les Insulourdo et le mode Smileys. Les Hyperboles pour aller chercher n'importe quel Pokémon évidemment.
les kits attrape insectes qui permettent d'aller chercher tout un tas de trucs intéressants. Permet d'aller chercher toute ta lignée, enfin, permet d'aller chercher n'importe quelle carte de type plante. En gros, hein, toutes les cartes type plante, donc l'énergie plante, ou aussi Aspico, Coconfort et Dardagnan, évidemment. C'est très intéressant, évidemment. Sachant que tu veux beaucoup de Dardagnan. C'est donc un deck qui est assez léger, enfin, qui a du poids, qui va demander pas mal de cartes, mais qui va avoir la capacité de les piocher, qui va avoir une capacité à les obtenir facilement quand même, de manière plutôt facilement. On va aussi avoir une erreur qui est, le deck n'a pas peur des erreurs, n'a vraiment pas peur des erreurs, puisque Dardagnan est très solide, il est résistant, tu peux piocher, comme j'ai dit, beaucoup de cartes, ce qui te permet de rattraper une erreur si tu t'es foiré si tu t'es raté sur ce que tu as défaussé. Si tu as besoin de défausser un stade, c'est pas grave, tu as Baojian, tu peux jouer Motisma, ce qui te permet donc de, on va dire, avoir moins de difficultés sur les deux Saint-Soulordo, d'avoir encore moins de difficultés sur les Saint-Soulordo. Aurore te permet d'aller chercher tout très facilement, donc t'as pas peur de te rater, si t'as pas peur de faire une erreur sur s'il fallait aller chercher Coconfort ou pas, Coconfort au dessous, Coconfort au Dardagnan. Et puis Dardagnan tape fort de base, donc c'est pareil, tape fort, mais même en dehors de si tu tapes pas assez fort, t'es résistant. Donc voilà, t'as pas très peur des erreurs. Et puis c'est pas un deck qui demande beaucoup de réflexion. Souvent tu vas chercher à optimiser la partie réflexion que tu vas avoir, c'est faire en sorte d'obtenir, comment je vais me démerder pour obtenir des Dardagnans. Je vais poser un Soulordo pour faire évoluer en deux Soulordo par la suite. Je vais poser des Aspico au début. Puis après, il va falloir que je fasse évoluer ça en Coconfort le plus vite possible, dès que c'est possible. En posant des énergies au passage, évidemment. Pour les faire évoluer derrière en Dardagnan. Et je vais faire aussi les deux Soulordo. Pour t'aider, tu vas utiliser l'arbre. Tu vas utiliser la forêt de vitalité. La forêt de la vitalité. Pour évoluer ça rapidement, sur le même tour même, notamment. Donc voilà. Et puis, souvent, tu vas avoir Peaufine, tu vas faire Peaufine, un Aspico plus un Motisma et 10. Donc voilà. En termes de réflexion, t'as pas trop de problèmes. T'as vraiment pas beaucoup de problèmes. Donc, voilà pour le premier deck. Le deuxième deck, ça va être Alakazam. Alakazam, c'est un deck qui va jouer en fonction du nombre de cartes que tu as dans la main. Qui va donc en fait faire 20 de dégâts. Enfin, pour être exact, il va poser 2 marqueurs de dégâts pour chaque carte que tu as dans ta main. Alors, déjà, premier point à connaître, c'est justement, en tant que débutant, si tu connais pas les règles, tu fais baiser. Par Alakazam, tu vas te faire avoir. Il y a des choses que tu fasses avoir. Parce que Alakazam, il pose des marqueurs de dégâts, il n'inflige pas des dégâts bruts. Et en fait, les marqueurs de dégâts, c'est considéré comme un effet d'attaque. En fait, la différence entre dégâts et marqueurs de dégâts, c'est que dégâts, c'est des dégâts bruts. C'est brut, il n'y a pas de mot-clé qui permet de le définir, c'est juste des dégâts. Alors que marqueurs de dégâts, c'est des dégâts, mais qui sont considérés comme un effet d'attaque. C'est un effet d'attaque qui va permettre de mettre des dégâts. Donc, mettre 6 marqueurs de dégâts inclut quand t'as mis 6 fois 10 dégâts. 6 fois 10 dégâts. Sauf que c'est des effets d'attaque. Donc il faut faire attention, il y a les énergies brumes qui peuvent te gêner. Les énergies brumes, notamment qui permettent d'annuler les marqueurs de dégâts. Ou même, par exemple, Articodin sur les decks de Mewtwo. Sur les decks des Team Rocket. Qui donc t'enquiquine largement, puisqu'il t'empêche de mettre les marqueurs de dégâts sur les Pokémon de base. De la Team Rocket. On va donc avoir beaucoup de pioches, notamment parce qu'on veut beaucoup de cartes dans la main pour taper très fort. Donc on va jouer 2 sur 2 qui est le meilleur moteur de pioche pour avoir du card advantage. On va avoir Kadabra et Alakazam qui font piocher des cartes eux-mêmes quand ils arrivent sur le terrain. Kadabra fait piocher 2 cartes lorsqu'il évolue d'un Pokémon. Et Alakazam, lorsqu'il évolue d'un Kadabra, lorsqu'il évolue d'un Pokémon, il fait piocher 3 cartes. On va jouer Bonbon pour directement passer de Abra à directement Alakazam pour pouvoir taper même le deuxième tour. Ça coûte une seule énergie, je précise, une seule énergie pour l'utiliser. Pour attaquer, c'est très intéressant. On ne joue même plus de patch. Enfin, les fortifiants merveilleux ne sont même plus joués, ce que je vois là. On va jouer Genesect pour éviter tout high-tech. On va notamment utiliser avec un ballon pour pouvoir switch facilement. Il faut savoir que la carte high-tech qui est la plus emmerdante, c'est le tampon, notamment ce qui fait que le Genesect, on a besoin de connaître
quel deck utilise tampon et quel deck ne l'utilise pas, notamment pour le Genesect, ce qui fait que tu as quand même besoin d'un petit peu de connaissance, mais c'est une connaissance très faible parce qu'il faut juste que tu saches qui utilise quoi comme high-tech et qui surtout utilise, et surtout te rappeler surtout quel deck utilise tampon, utilise le tampon injuste pour que tu mettes Genesect dessus, pour que tu mettes Genesect dans le match-up, pour t'assurer évidemment de pas te faire avoir s'il y a tampon qui va sortir par la suite. Sur tampon. On va évidemment jouer 2 sourds. L'avantage c'est que 2 sourds, il te insensibilise aux cartes qui vont te meuler ta main. Qui vont te. Enfin oui, te meuler ta main, mais enfin qui vont te la disrupt, qui vont te faire mélanger ta main dans ton deck pour faire pêcher des cartes un nombre de cartes qui ne te convient pas. Souvent c'est très très faible, hein, ça va être 4 cartes. Un truc du genre. Tampon c'est 2 cartes, tu vois. Tampon c'est 2 cartes, carton rouge c'est 3 cartes, juge c'est 4. Mais d'un 2 sur 2, vu que tu n'es pas obligé de les activer, vu que c'est pas lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Non, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, tu peux activer leur talent. Mais leur talent, il faut que tu l'actives à la main. Faut que tu l'actives à la main. Et à ce moment-là, ils vont faire leurs effets. Il va faire son talent. Mais du coup, tu peux poser 2 sur 2 et attendre avant de faire le talent. Tu peux faire d'autres actions. Et puis dès qu'un mec te dit sur ta main, hop, 2 sur 2. Et bonjour, j'ai pioché 3 cartes gratuites. Favianos, évidemment, parce qu'on veut piocher toujours plus de cartes. On ne joue évidemment pas de cartes comme Détermination de Lily, hein, ça ne nous intéresse pas du tout. On va jouer par contre Aurore, encore une fois, parce qu'il y a des évolutions. Enfin, encore une fois, parce qu'on a on a 3, enfin on a une ligne évolutive de 2 niveaux, donc un Pokémon de base, un Pokémon de niveau 1, un Pokémon de niveau 2, avec Alakazam du coup. Et on a du coup des 2 sur 2 qui permettent que tu peux aller chercher assez facilement. On va jouer Poké Registre, même pas Hyper Ball, puisqu'on n'a pas de Pokémon X, on va jouer que du Poké Registre. Enfin, si on a un Pokémon X qu'on peut aller chercher, qu'on peut pas aller chercher, mais c'est pas bien grave, vu qu'on va beaucoup piocher. On va jouer Poffin, évidemment, parce que 50 PV pour la bras, 1 sur 2, 70 PV. Les deux autres là, les Deden et le sort qui sont à moins de 70 aussi, enfin 70 et moins, 70 pour Deden et 60 pour le sort. On va jouer la high-tech énergie enrichissante pour piocher 4 cartes. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent, évidemment, encore une fois, tu pioches pour une carte. Tu obtiens une carte advantage de 3. Ce qui est vraiment vénère. Pour une carte que tu vas en plus pouvoir réutiliser par la suite. Hein, parce que lorsque une petite interaction, un petit combo de cartes, c'est lorsqu'on met l'énergie enrichissante sur un 2 sur 2 et qu'on active le talent 2 sur 2, il dit bien mettez ces cartes et toutes les cartes qui sont attachées dans le deck. Donc l'énergie enrichissante avec. Et donc l'énergie enrichissante, tu peux la réutiliser par la suite. On va jouer les énergies télépathiques pour aller chercher des Pokémon de type Psy avec du coup Abra, Deden et le sort principalement. On va avoir donc ballon. Alors le casque évidemment ça fait piocher les cartes quand tu te fais taper dessus, donc c'est intéressant. Le ballon permet de faire des switches gratuits, de permettre de battre en retraite le Pokémon qui possède le ballon gratuitement, enfin quasiment gratuitement, normalement pas forcément gratuitement, mais ça va être le cas ici. On va jouer Shaymin parce qu'on est trop sensible aux attaques sur le banc, notamment à Kyurem, donc on va poser Shaymin. Il faut savoir que Kyurem, les seuls pour Kyurem, il n'y a que Roigada auquel Kyurem est dangereux, et puis sinon c'est du Ogarpon dans par exemple les box. Dans les box de manière générale, donc dans les decks qui vont avoir des Ogarpon souvent, parce que dans les box actuellement c'est Ogarpon, on va aussi avoir ça sur Zoroark aussi. Mais ça va encore parce que par exemple sur Zoroark tu one shot et lui il peut pas l'utiliser forcément facilement, et puis sur Terrabox, pas sur Terrabox, sur Scopebox c'est Ogarpon Box. Ogarpon n'est pas aussi simple à jouer que ça, il n'est pas aussi simple à sortir. Évidemment, en ordre du boss, on va jouer Soutien de Nephi qui demande un petit peu de gestion parce que Soutien de Nephi nous permet de ramener une combinaison d'énergie de base et de Pokémon et directement des ajouter à notre main, mais ça nous fait une supporter, c'est une supporter qu'on utilise. On va avoir la Cendre Sacrée, alors pas forcément la Cendre Sacrée, ça peut très bien être 2 civières d'ailleurs, mais souvent ça va être Cendre Sacrée plus une civière qui nous permet de remettre une carte Pokémon ou énergie dans notre main. La Cendre Sacrée nous permet de ramener uniquement des Pokémon, mais ça nous en met 5 dans le deck directement. Donc du cimetière de la défausse au deck, là où la civière nous permet de mettre une carte de prendre un Pokémon ou une énergie dans notre défausse et de la mettre dans le main directement. On joue émaillé parce que comme j'ai dit, les énergies brumes sont trop enquiquinantes pour ne pas être utilisées. Souvent l'émaillé, donc on va les avoir, on va pouvoir la récupérer avec Deden d'ailleurs, faut le savoir. On va la récupérer avec Deden, ce qui est évidemment intéressant. C'est à peu près tout. Bon, évidemment, c'est un bon deck pour débutants parce que
Le deck, on comprend très bien ce qu'on doit faire. Vu qu'on fait des dégâts en fonction du nombre de cartes qu'on a dans la main, on va donc vouloir avoir la main avec la plus de cartes, avec le plus de cartes possible. Et comment on va faire ça? On va piocher. Littéralement piocher. Il faut savoir que le deck dégueule son deck. Ce deck-là, il dégueule ses cartes. Il faut savoir que c'est pas rare que la main de la Kazam, au bout du deuxième tour, troisième tour, il ait 15 cartes dans la main. C'est pas rare, hein, au bout du troisième tour, 15 cartes dans la main, c'est assez commun hein, pour la Kazam. Enfin, s'il n'y a pas eu de disrupt entre temps, hein, je précise. S'il n'y a pas eu de disrupt, 15 cartes, c'est normal. Et 15 cartes, c'est vénère, hein, c'est énorme quand même le nombre de cartes. Enfin, 15 cartes, c'est énorme le nombre de cartes. Évidemment, le deck, donc on sait très bien ce qu'on doit faire. On va faire évoluer nos Abra en Kadabra pour les faire évoluer en la Kazam derrière. On va piocher à chaque fois parce que lorsqu'on peut, on va piocher. Enfin, sauf pour un truc. 2 Soulordo, s'il n'y a pas besoin de piocher, ne piochez pas avec 2 Soulordo. Laissez 2 Soulordo sur le banc. Pourquoi? Parce que s'ils vous disruptent la main, vous serez bien content de les avoir, les 2 Soulordo, pour vous remettre une main, pour vous redonner les cartes. Vous serez bien content qu'ils soient là. Voilà. Et du coup, voilà. Évidemment, tu fais évoluer en Abra, puis en Kadabra, pour te faire piocher les cartes. Puis on a la Kazam pour te refaire piocher les cartes, puis en plus de ça, attaquer avec une énergie. Tu attaques avec une énergie, tu fais très mal. Évidemment, souvent c'est ce genre de deck là, hein. T'as pas de problème de gestion de dégâts puisque tu one shot souvent. Souvent tu vas juste one shot. Donc ça aide pas mal, hein, on va dire. Alors ça aide pas mal. Donc tu fais des one shot. Et souvent c'est ça, c'est tu fais one shot, one shot, one shot, one shot, one shot. Enfin, voilà, tu vas one shot en boucle jusqu'à ce que tu gagnes la game. Ou que tu perdes la game, évidemment. Mais voilà, en gros tu vas chercher à faire ça, c'est ce que tu vas chercher à peu près à faire. Évidemment le deck a beau être lourd, chaque carte que tu vas jouer va te faire piocher des cartes gratuitement derrière. Donc tu pioches comme pas possible, ton deck est fait pour ça, je rappelle. Tu as besoin de beaucoup de cartes dans la main, mais ton deck est fait pour piocher à mort. Et du coup, en termes de stabilité, tu as les cartes que tu veux très facilement. C'est juste le nombre de cartes derrière. Mais ça va, il n'y a que les decks les plus armés en termes de points de vie où tu as vraiment besoin d'avoir une quantité de cartes monstrueuse. Voilà. On va aussi on va aussi avoir le sort qui nous permet de temporiser le dé, qui nous permet de temporiser. D'ailleurs, c'est la même chose avec le Unfield Fan, le ventilateur à main. Et on va aussi avoir le Dead End pour récupérer des ressources du cimetière. Par une carte dresseur, objet, supporter, stade. Voilà. Un truc du genre. Évidemment, on a Genesect pour te faciliter la tâche contre la high-tech. Et on a Shelmin pour te faciliter aussi la tâche. Hein. Mais en plus de ça, on a aussi le casque qui te fait piocher les cartes. On a Aurore qui, évidemment, comme la même manière que pour Dardanian, te permet d'aller chercher toutes les ressources que tu veux, 3 cartes gratuitement comme ça. Ludvina qui te permet d'aller chercher une énergie spéciale ou de base et un Pokémon évolutif. T'as quasiment que ça dans le deck, donc forcément voilà, c'est très utilisé. Et évidemment, on a l'énergie enrichissante qui fait piocher 4 cartes. Donc tu gagnes 3 cartes dans ta main. C'est évidemment très intéressant. Donc en termes de poids, c'est pas un problème. Voilà, le facteur poids stabilité est très très intéressant. On va aussi pas avoir de trop grosses punitions. Les erreurs sont pas très graves. À la Kazam est un Pokémon One Prize qu'on tu vas pouvoir récupérer facilement avec une seule énergie. Donc voilà. De ce Lordo va venir, on va dire, empêcher les punitions sur les districts de main. Même Lancerian actuellement maintenant n'est plus un vrai match-up maintenant parce que on a le sort, on a le ventilateur, on a le comment ça s'appelle, on a la mine de minuit, je crois, c'est ça son nom. Donc évidemment voilà, à la Kazam lui-même te fait piocher les cartes en plus de ça. Donc même si tu l'as posé qu'il fallait pas, ça t'a fait piocher les cartes en tous les cas, donc en fait c'est pas non plus inutile. C'est pas une grosse erreur, c'est pas une grosse erreur du coup. Donc forcément, t'as difficilement. Les erreurs sont assez difficiles dans le deck souvent. Pour qu'elles deviennent gravissimes, c'est assez compliqué. Donc voilà. Puis on n'a pas besoin de beaucoup de réflexion. Souvent c'est je pioche toutes les cartes que j'ai. Alors faut quand même faire attention à ne pas piocher trop de cartes. Si tu n'as plus besoin de piocher, n'essaye pas de piocher plus. Ça sert à rien. Souvent ça va même te poser des problèmes d'ailleurs par la suite.
Mais souvent, tu vas chercher à piocher de les cartes, je dirais que tu en as assez pour taper. Et le peu de réflexion que tu as, c'est comment je vais faire en fait pour ça. Comment je vais faire pour ça. Comment je vais faire pour ça, pour cela. Et évidemment, avec un peu de réflexion, parce qu'il faut se souvenir qu'il faut se protéger de tampons avec Genesect, ou qu'il faut se protéger de toute attaque sur le banc avec Shaymin, par exemple. Mais c'est à peu près les seuls trucs de réflexion. Peut-être Lansorian qui a t'as besoin de plus de réfléchir parce qu'il faut le temporiser à mort pour pas qu'il puisse faire trop mal. Mais voilà. Ensuite, un autre deck, c'est Lucario. Et vous verrez, encore la même carte, c'est 2 Sourdo. Alors ici, il y a 2 Sourdo X qui n'est pas une obligation, hein, personnellement. Un 2 Sourdo classique à la place de Sourdo X fait très bien l'affaire. Mais voilà, Lucario X, lui, c'est pas un deck qui va one shot. Lui, il va avoir des difficultés à one shot. Il le peut, mais il va avoir des difficultés. Et c'est très simple. Le deck, il va avoir, il va taper avec Lucario, et Lucario a comme attaque numéro 1 pour une énergie. Ça fait 110 de 130, non, c'est 130 ou 110 130 de dégâts. Et tu vas attacher jusqu'à 3 énergies combat de ta défausse à tes Pokémon de banc. Ou à tes Pokémon tout court d'ailleurs, je crois, à tes Pokémon tout court. Donc évidemment, tu tapes pas fort, mais ça te permet quand même de faire des chaos sur des one prize. Et en plus de ça, tu te setup des cartes. C'est surtout pour ça qu'on veut là cette attaque. Et puis on va avoir la deuxième attaque qui fait 270 de dégâts. Donc fait très mal pour 2 énergies combat, donc en plus pas très cher. Mais tu peux pas attaquer le prochain. Enfin, tu peux pas utiliser cette attaque pour le prochain tour. Tu peux pas utiliser cette attaque au prochain tour. Donc on peut, déjà pour savoir si on veut attaquer 2 fois de suite avec la même attaque, on peut, hein, faut switch le Pokémon. Faut switch un Lucario pour un autre Lucario et c'est pas compliqué parce qu'on a 2 sur 2. Et vu que 2 sur 2 on se remet dans le deck, bah s'il est sur post actif, il se retire du post actif, faut remettre un autre Pokémon, donc on peut remettre Lucario. Voilà, c'est très simple. De plus, je disais, il va avoir plus de difficultés à one shot, mais il peut quand même le faire puisque déjà il fait quand même de bons dégâts, de très bons dégâts. 270 dégâts, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment intéressant. Et on a la boisson, la Premium Power Pro. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, c'est une boisson, c'est en gros un objet, c'est une carte objet qui augmente de 30 les dégâts infligés aux Pokémon, infligés par tes Pokémon de type combat. Donc ça fait que du coup, tu infliges 70, mais pas forcément, tu peux infliger 300, 330, 360 et 390. Bon, 390, je le ferai qu'une seule fois par contre. Souvent, tu t'évites de le faire. D'ailleurs, t'évites de chercher à taper à 390 d'ailleurs. Voilà. Souvent, tu vas plutôt vouloir, sur des gros Pokémon, tu vas vouloir plutôt tout shot. En plus, tu as la faiblesse, tes tapes sur le type combat, ce qui est la faiblesse sur Kangourex, qui est un Pokémon très prize, 3 prizes. On va avoir beaucoup de pioches avec 2 Sourdo et Celerock. 2 Sourdo, évidemment, bon, ça fait déjà je sais pas combien de fois que je vous l'explique. Pourquoi. Mais Celerock, lui, il va défausser une énergie combat pour te faire. Il va défausser une énergie combat pour piocher 3 cartes derrière. Donc, déjà, un quart d'avantage de 2 cartes. Ce qui est très intéressant. Ça se renouvelle pas de la même manière que le Sourdo, parce que tu peux le faire à chaque tour. Mais tu as besoin de Solrock pour utiliser ce talent, je précise. Il te faut Solrock, c'est pour ça que Solrock est présent d'ailleurs. Mais Solrock reste un one price qui peut du coup attaquer à 70 de dégâts. Petite chose. C'est sur Celerock. Sur Celerock, évidemment, tu défausses une carte, ce qui permet d'activer l'effet secondaire de l'attaque numéro 1 de Lucario, au passage. Évidemment, c'est super intéressant. C'est notamment pour ça que c'est principalement intéressant pour ça. On va avoir 4 Henry Boss pour aller chercher facilement tous les Pokémon de banc que tu veux. 4 déterminations de Lily, des Ludvina, notamment pour chercher l'énergie héritage et l'énergie rocheuse. L'énergie rocheuse qui est une énergie de type combat qui fait le même effet que l'énergie brume, qui va donc t'immuniser aux effets attaque. Et l'énergie l'énergie donc héritage qui va... en gros, si le Pokémon qui a été mis KO avait l'énergie héritage et était sur le poste actif, alors l'adversaire récupère une carte récompense en moins. Ce qui est notamment utile sur les méga évolutions, puisque les méga évolutions donnent 3 cartes récompenses, ce qui est très très emmerdant. Ce qui est fortement embêtant.
par contre, on peut pas la récupérer. Par contre, elle est impossible à récupérer la défausse, par contre, là, je précise. On va aussi jouer montagne gravité, hein, évidemment, parce que ça permet de mettre d'accès tout ce qui va être lance rien à 320 PV, bah, il va passer à 290. Donc, ok, tu le one-shot pas, tu le one-shot toujours pas sur méga vaillant, enfin sur la deuxième attaque, mais t'as juste besoin d'une seule potion, t'as besoin d'une seule boisson, au lieu d'une deuxième, au lieu de deux, évidemment. On va jouer donc le carton rouge encore une fois. Le carton rouge n'est pas une obligation à chaque fois, hein, mais c'est toujours intéressant de l'avoir, là, surtout dans ce deck-là, qui est assez sensible à la Kazam. Notamment parce que tu as besoin de pas mal de cartes, hein. Il a quand même 340 HP le truc. C'est un. Après, voilà, c'est un Pokémon 3 pareil surtout. On va aussi avoir donc en stabilité Pokéregistre, évidemment pour aller chercher de ce lourdeau, notamment de ce lourdeau, principalement. Solar Rock, c'est les rocks. Et il y a un Riolu qui a 80 HP qu'on peut pas aller chercher autrement. On va jouer Pauphine qui nous permet d'aller chercher donc les Riolu et les Lourdeau. On va jouer donc des Hyperboles aussi. Et on va jouer le Gong de combat qui permet d'aller chercher soit un Pokémon de type combat, non. Si, soit un Pokémon de type combat, soit un Pokémon de type. Soit un Pokémon de type combat, soit une énergie de type combat. Il me semble que c'est ça. Et je crois que c'est un Pokémon de base. Par contre, je crois que c'est un Pokémon de base. Enfin, vous vérifierez de toute façon. Évidemment, le deck, il est pas compliqué. On joue que Lucario en attaque. On va avoir l'Acide de Surdoex, mais qui n'est pas une obligation. De Surdoex, c'est principalement un autre attaquant qui peut taper très fort, qui a pas mal de points de vie et qui est surtout un Pokémon à 2 cartes récompenses, qui donne que 2 cartes récompenses. Mais voilà, notamment pas trop celui-là que tu veux utiliser, quoi. Mais on va surtout taper avec Lucario, faire l'attaque de Lucario numéro 1 pour aller récupérer des énergies et donc charger tes Pokémon de banc. Ou lui-même aussi, hein, enfin, les mettre une énergie sur lui-même parce que ça sert à rien d'en mettre plus. Puis après, avec Méga Vaillant, tu vas chercher à faire une grosse, tu vas chercher à taper extrêmement fort sur Méga Vaillant. Et donc plutôt chercher à one-shot des Pokémon, d'ailleurs, si tu t'en sers. À one-shot des Pokémon. Donc voilà. Ça n'a rien de compliqué à comprendre, évidemment. C'est à peu près souvent la même manière de jouer, hein. On va pas trop changer son game plan sur les match-up. Un petit peu, mais ça va, ça pourrait être pire. Évidemment, bah, la pioche, la stabilité, le poids a beau être un petit peu lourd, bah, souvent il faut défausser des ressources. Solar Rock nous le permet. On a beaucoup de pioches en stabilité pour nous aider. On a le gong de combat qui est évidemment adapté au deck, qui a été complètement fait pour Lucario initialement. Je rappelle que c'était complètement fait exprès pour Lucario au départ. Bon, il y a d'autres decks qui s'en servent, mais voilà. On a énergie non, bah non, c'est tout. En termes de pioche, c'est en termes de pioche et tout. En termes de pioche et tout. Évidemment, ça punit difficilement les erreurs. Alors, il y a des decks où c'est très peu le cas, notamment les decks de type Psy, où là, tu t'évites de faire des erreurs parce que là, ça peut vraiment être dangereux. C'est vraiment trop dangereux. Notamment les decks. Bon, les decks de type Psy, de base, c'est des mauvais match-up, donc ça règle un peu le problème. Mais ça règle un peu le problème. Mais notamment parce que tu es résistant. Les attaques sont jamais mauvaises. Alors, souvent, il y a quand même éviter quand même de faire des secondes attaques sur un Pokémon de price, quoi. C'est un peu débile de taper à 270 sur un Pokémon qu'on a que 60. Voilà. Mais l'attaque numéro 1 n'est jamais mauvaise à jouer. En plus, notamment, elle permet de récupérer tes énergies, ce qui est évidemment intéressant. Et puis, bah, le Pokémon lui-même est tanky, hein, est tanky as fuck. Il est très tanky. Tu pioches beaucoup, donc ça fait aussi évidemment que si tu t'es gouré sur des cartes, pas de problème, normalement. Donc voilà, l'énergie brune n'est pas une obligation, mais vu que c'est une énergie, ça reste une énergie combat, c'est toujours intéressant à utiliser, même si l'effet secondaire ne sert pas. L'énergie héritage affaiblit encore le poids, le gain de l'adversaire quand il KO un Lucario. Ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Du coup ça affaiblit encore ça atténue encore les potentielles erreurs, évidemment. Le deck, donc voilà, c'est principalement ça, c'est le deck, voilà. Et puis, même si tu as besoin d'infliger plus de dégâts, tu as la possibilité, tu peux vous faire des one-shots. Donc, bah, ça va, en vérité, hein. Même si tu te rates, si tu n'as pas ordre du boss, c'est pas grave. Souvent, tu peux quand même faire un petit one-shot au passage. Tu peux faire des one-shots. Donc, ça va. C'est pas très... Les erreurs sont atténuées. Le deck, on les atténue lourdement. Et on n'a pas besoin trop de réfléchir. Parce que c'est les rocks que tu vas vouloir faire à chaque tour. De ce lourdeau, bah, au même style qu'à la Kazam,
tu vas vouloir les piocher si tu en as besoin, mais si tu n'en as pas besoin, tu vas pas les utiliser. Les ordres du boss, tu en as 4. Bon, si tu as un ordre du boss, c'est que tu as un Pokémon à aller chercher qui est un Pokémon support, un Favianos notamment. Tu vas chercher Favianos, hein, tu vas pas t'en piquiner. En plus, il est à faiblesse combat. Le Favianos a la faiblesse combat en plus. Le gong de combat te permet d'aller chercher exactement la carte que tu veux. Le Power Premium Pro, tu t'en sers uniquement si tu as besoin de faire d'augmenter tes dégâts pour one shot. Le carton rouge, encore une fois, c'est la carte, je pense, la plus difficile à utiliser. Le montagne gravité qui fonctionne uniquement sur les level 2, bah évidemment tu vas t'en servir, notamment sur les cartes, sur les trucs auxquels qui sont légèrement au-dessus, qui sont à 330 PV ou moins, entre 300 et 330 PV, sauf Kangourex parce que c'est pas un Pokémon de level 2. Le Jamin Tower, évidemment, ça dépend, mais souvent tu vas t'en servir dès que tu l'as. Il y a pas mal de cas comme ça. Évidemment, s'il y a un casque sur le pass actif, sur le pass actif de l'adversaire, c'est encore mieux parce que ça désactive le casque. Voilà, l'énergie héritage, tu vas vouloir l'utiliser le plus vite possible sur. Alors, ça dépend du nombre de prises qui vous reste. Normalement, sur un Lucario, ça passe. Voilà. C'est très bien. Donc, voilà. En réalité, il n'y a pas. Voilà. Sur les 4 principes, on est plutôt bien sur le fait débutant friendly. On va ensuite jouer Mewtwo. Mewtwo, c'est un Pokémon qui va avoir par exemple 3 énergies, donc 2 énergies psy, donc 2 énergies psy plus une énergie incolore, qui inflige 162 dégâts plus. Oui, non, c'est 162 dégâts. Non, attends, je me gourre, c'est pas 162 dégâts. Ou c'est moi qui me trompe et je. Ou c'est moi qui me trompe et j'ai pas les bons nombres de dégâts. 162 dégâts, non, voilà, c'est pour ça. C'est 162 dégâts plus. Ok. C'est vrai que ça fait ça, non, c'est bon. C'est donc 162 dégâts plus 60 par énergie défaussée. Et tu peux défausser jusqu'à 3 énergies de ton deck. De ton 3 énergies aussi 2. Oups. Non, 2 énergies. Donc tu peux faire jusqu'à 280 de dégâts. Bon, ici, c'est. Pour commencer, déjà, tu ne vas pas one-shot. Enfin, pensez pas que tu vas one-shot tout ce que tu voudras. Il faut savoir que 280, ça suffit pas tout le temps. Évidemment. Je pense que c'est le deck le plus difficile qu'on a. L'un des decks, fait partie du top 2 des decks les plus difficiles qu'on a actuellement dans cette tiers, dans ce top 5. Pourtant, il est très facile. Hein. Pourtant, il est vraiment simple à comprendre. On va jouer les énergies. On a les énergies Team Rocket qui permettent de donner 2 énergies, soit psy, soit. 2 énergies psy-ténèbres, psy/ténèbres. Hein. Je rappelle que ça, c'est une petite mécanique quand même. Il y a des mécaniques autour de ça qui ne sont pas utilisées dans le deck, mais voilà. Et en fait, c'est que ça donne 2 énergies qui sont capables d'être soit psy, soit ténèbres en même temps. Soit psy, soit ténèbres, soit les deux en même temps. Mais ça donne que 2 énergies. Hein. Que 2 par contre. Hein. Précise. Et ça marche que ça les Pokémon de la Team Rocket, donc les Mimikyu et Mewtwo, parce que c'est les seuls Pokémon auxquels ça va être utile, de toute façon, parce que après c'est du type plante, du type eau, alors bon. Voilà. On va jouer les énergies plantes pour notamment les talents de Philanthrope, qui permet de récupérer une énergie de la défausse et de la mettre sur Philanthrope. Ce qui d'ailleurs nous permet de taper, en un tour avec, de le charger en un tour avec ce talent. Voilà. On va jouer Mewtwo évidemment. Mewtwo ne peut attaquer que s'il y a 4 Pokémon de la Team Rocket en jeu minimum. Évidemment, vu que tu as fait en trappe, ça pose pas trop de problème. On va avoir Articuno qui protège les effets d'attaque, ce qui est notamment principalement utile, hein, ce qui peut être assez utile. Notamment contre Lanceurien par exemple, auquel tu as un match-up qui est pas trop dégueu normalement. Tu as un match-up qui de base pas dégueu. Voilà. Donc t'as Lanceurien, mais t'as la Kazam aussi évidemment. Et alors d'ailleurs, à la Kazam fait que tu. En fait, c'est simple. À la Kazam, un match-up impossible face à Mewtwo. Voilà. C'est dit. C'est dit en fait.
tu one-shot Mewtwo, donc t'as pas besoin de faire évoluer tes Philanthropes, pas besoin d'avoir de Philanthrope, vu que tu one-shot à la Kazam avec l'attaque de Mewtwo. Puis, bah, tu mets juste Articodin et c'est réglé. Articodin protège des effets d'attaque à la Kazam, tape avec des marqueurs de dégâts qui sont, comme j'ai dit, considérés comme des effets d'attaque. Par conséquent, bah, tu peux pas taper Mewtwo avec ton effet, avec ton attaque. Voilà, ça règle le problème. C'est QFD. C'est QFD. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est Mewtwo. J'attaque, je défausse 2 énergies de mes Philanthropes, et puis je les ramène avec lui, avec les talents de Philanthrope, bah, je les récupère. Donc bah déjà, en termes de réflexion, je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Hein, je pense que voilà. Je pense que vous avez très bien compris que bah il n'y a pas besoin de réfléchir sur les énergies, déjà, ça règle le problème. Le seul truc, c'est un petit peu au début, parce qu'il faut réussir à cette Mewtwo, ce qui est un petit peu le truc. On a Melofée qui donne une faiblesse au type Psy pour tous les Pokémon de type Dragon présents sur le terrain. D'ailleurs, on va jouer d'ailleurs Détermination des mais on va aussi jouer des cartes comme Ariane de la Team Rocket, Giovanni de la Team Rocket, Proton, c'est... j'ai oublié son nom. Enfin, j'ai oublié son nom. Enfin, des cartes supporters de la Team Rocket qui vont tous avoir un avantage lorsque tu as des cartes de Team Rocket dans ton deck. C'est-à-dire, par exemple, alors, sauf pour Lambda, qui lui, en fait, marche dans tous les cas. Bah, il y en a un, là, celui-là qui est nommé Proton, là, actuellement, mais j'ai oublié son nom en français. Bah, il permet d'aller chercher. Tu peux le jouer ton premier tour, même si tu commences, ce qui est normalement pas possible. Hein. Le jeu de supporter premier tour, lorsqu'on commence, c'est pas normalement on peut pas. Bah là, la carte te le permet. Ce qui fait que du coup, tu vas commencer. En ce moment, t'as pas besoin d'aller go Sigon pour jouer cette carte. Et tu permets de ramener 3 Pokémon de base de la Team Rocket. Voilà. Giovanni, c'est un ordre du boss qui ne fonctionne qu'à une seule condition. En fait, il faut switch un Pokémon de la Team Rocket de ton poste actif vers ton banc et mettre un autre Pokémon. Mais en échange, tu vas chercher un peu, tu fais l'effet ordre du boss, tu vas mettre un Pokémon de du banc d'adversaire sur l'actif. Et après, il faut juste faire un switch derrière, ce qui n'est pas compliqué parce que il y a Philanthrope. Voilà. Tu as Philanthrope ou tu as même Mimikyu qui a un coup de retraite gratuit. Littéralement. Il n'a pas de coup de retraite. Donc ça règle le problème. On va avoir Ariane qui te fait piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Si sur ton terrain tu n'as que des Pokémon de la Team Rocket, tu pioches jusqu'à avoir 8 cartes. Voilà. L'émetteur récepteur de la Team Rocket qui te va aller chercher un Pokémon support, une supporter de la Team Rocket gratuitement comme ça. Hyper Ball évidemment. 3 civières, bon, notamment pour aller chercher rechercher des énergies, parce que pour aller chercher Mewtwo aussi, hein, c'est utile. On a des kits d'être insectes qui te permettent d'aller chercher évidemment un sur deux, non. Philanthrope et Tissamboule. Un petit Energy Switch qui est évidemment utile parce que on récupère des énergies de notre Philanthrope. Et ben on va pouvoir utiliser une Energy Switch pour la mettre sur Mewtwo. Pour la mettre sur Mewtwo à partir du talent de Philanthrope. Le Lucky Helmet, on joue le casque chanceux pour piocher des cartes supplémentaires. Le casque chanceux actuellement il est très très joué d'ailleurs. Et on va jouer la ceinture maximale. La Maximum Belt, ou la ceinture maximale, qui permet du coup de passer de 580 à 330 de dégâts. Ce qui permet de one-shot n'importe quel one-shot un lance-rien, ce qui permet de. Enfin, sans Melofée, je précise, mais vu qu'on a Melofée, on n'a pas besoin. Mais ce qui permet de one-shot un Pokémon level 2 non méga évolué. Voilà. On va jouer donc là juste la Prisme Tower pour pouvoir défausser nos énergies plantes et donc la récupérer avec le talent de Philanthrope. En plus de ça, ça nous fait piocher une carte et on va aussi jouer l'usine de la Team Rocket qui nous permet de piocher 2 cartes si on a joué une supporter de la Team Rocket ce tour-ci. Voilà. Donc, bah voilà. Déjà, en termes de compréhension du deck, on comprend qu'on doit jouer Mewtwo, on comprend assez vite qu'on doit jouer Mewtwo et qu'on va défausser des énergies pour augmenter des dégâts. On va défausser 1 ou 2 énergies pour augmenter les dégâts de Mewtwo si c'est nécessaire. S'il n'y a pas besoin, bah on fait rien, on n'en fait pas. Et puis, bah, quand c'est fait, le prochain tour, on récupère les énergies avec Philanthrope. Et en fait, on fait ça à chaque fois, dès que c'est possible, on le fait dès que c'est possible. On récupère les énergies avec Philanthrope tout le temps. Ce qui d'ailleurs nous permet de taper avec Philanthrope juste derrière, d'ailleurs. Ce qui nous permet d'attaquer avec Philanthrope s'il y a besoin. Enfin, si possibilité. C'est pas le game plan principal du deck. Hein. Évidemment, ça veut pas dire qu'il n'y a pas...
dans les decks, je précise quand même que c'est pas parce que je présente un deck qu'il est absolument facile à maîtriser. Non, il est facile à jouer. On comprend ce qu'on doit faire, on comprend comment on doit le jouer à peu près. Le maîtriser, c'est une autre chose. Le maîtriser, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres petites conneries qu'un débutant. On va été quand t'es débutant, tu t'en fous, mais quand t'es expérimenté, tu t'en fous pas trop. Tu t'en fous un peu moins, quoi. Mais en tant que débutant, tu t'en fiches un peu de cette partie-là. On va arrêter. Parce que le deck n'en a pas besoin pour fonctionner à ton niveau. En tant que débutant, tu t'en fous, mais même à haut niveau, il peut très bien fonctionner sans ces petites spécificités-là. C'est juste qu'évidemment, tu vas les vouloir parce que tu sais que ça peut te servir. Voilà. Mais voilà. Mais du coup, comprendre donc, que le deck, on veut utiliser tout facilement. Derrière, on récupère avec Philanthrope. On joue Articolin si on est face à un deck qui a besoin qui inflige des marqueurs de dégâts notamment. Ou un effet d'attaque. On va jouer le fait contre les types dragons, contre les lance-rien notamment, parce que je crois que c'est le seul deck type dragon auquel c'est intéressant de jouer ça. De le jouer. Je crois. Il me semble, hein, vraiment. On va jouer Mickey uniquement face à des Pokémon Terra Crystal, parce que c'est à ça qu'il sert. Ça ajoute encore un peu de profondeur, mais même en tant que débutant, tu sais pas jouer Mickey, c'est pas grave. Le deck n'est pas basé dessus, donc tu joues pas Mickey, c'est pas très grave. Souvent, ça permet d'ajouter un peu d'ajout, ça permet d'être un peu mieux dans la game encore. Si tu le fais pas, c'est souvent pas une obligation. Ça peut te sauver des games par contre, hein, quand même, faut penser que ça peut te sauver des games. Les cartes, évidemment, on comprend qu'il faut jouer avec les Team Rocket, les Pokémon de la Team Rocket. Ariane ne fonctionne que si tu as que des Pokémon de la Team Rocket sur le terrain, sinon ça fait pas autant d'effets que prévu. Lambda, ça permet d'aller chercher n'importe quelle carte, supporter ou objet. Et évidemment, Proton, on veut le jouer que le premier tour, mais dès le premier tour, on veut le sortir dès le premier tour. Et donc, on comprend bien qu'on veut le sortir dès le premier tour pour aller chercher directement des Pokémon de la Team Rocket. Et donc, on va jouer un émetteur récepteur de la Team Rocket pour aller le chercher s'il y a besoin. Évidemment. C'est à peu près ça. Hein. On va à peu près comprendre ça, évidemment. Et évidemment, Giovanni, où c'est ce qui fait qu'on peut sortir Mickey même si on va pas attaquer avec, pour pouvoir battre en attaque gratuitement avec derrière. On va poser Mickey, on va faire Giovanni, mettre Mickey sur le terrain, mettre Mickey sur le pass actif, pour battre en retraite, up. Et on a fait ordre du boss. On a fait un équivalent d'ordre du boss. On va arrêter. En gros du gros. Sauf que l'avantage, c'est qu'il peut aller chercher avec émetteur récepteur. Je précise, hein. Giovanni peut aller chercher avec émetteur récepteur. Là où c'est pas possible pour ordre du boss lui-même. Voilà. En termes de pioche, c'est le deck qui je crois, c'est le deck qui est le moins stable, mais qui est pas, ça va, il n'est pas non plus massivement lourd. C'est pas massif, son poids. Je veux dire, ça, tu peux, en fait, tout ce que tu as là à faire, tu vas souvent pouvoir le séparer sur au moins 3 tours. Au moins 3 tours facilement, donc ça fait que le poids est vraiment beaucoup plus léger. Le deck est beaucoup plus léger. Puis, tu as des cartes qui te permettent d'acheter directement les supporters, donc aucun problème. Tu as Ariane qui fait piocher beaucoup de cartes. Tu as Proton qui permet d'aller chercher toutes les ressources au T1, sans aucune difficulté. Tu as pas mal, tu as casque plus usine de la Team Rocket. Ici, il n'y en a qu'une seule, mais j'ai vu des decks avec 2 usines de la Team Rocket et une seule Prism Tower. Donc voilà. C'est sûrement le deck qui est un peu avec le moins bon ratio au niveau du poids et avec le moins bon ratio poids-stabilité du top 5. Donc voilà. Après, j'ai rien à dire d'autre en plus. Hein. En termes de réflexion, aussi, il y a un peu de réflexion quand même, parce que c'est est-ce que je défausse une énergie ou pas, qui je vais attaquer, parce qu'évidemment tu vas avoir des ordres du boss. Est-ce que j'utilise Mimikyu? Mais encore, comme j'ai dit en débutant, Mimikyu va pas servir vraiment à ça, va surtout servir pour switch, pour revenir faire le switch derrière après un Giovanni. Évidemment, aller chercher ce que tu veux. Peut-être faire le choix entre Détermination Lee ou Ariane aussi. Mais c'est à peu près tout. C'est souvent à peu près que ça. Après, c'est à peu près bon sinon. Et c'est en termes de merde. J'ai complètement oublié c'était quoi le dernier point, moi. Putain, mais attends, il y a un dernier point, j'ai oublié c'était quoi. J'ai complètement oublié. C'est bon, j'ai retrouvé. Mais du coup, le deck, lui, ne punit pas particulièrement les erreurs.
C'est un Pokémon de base. Mewtwo est un Pokémon de base à 2 cartes récompenses qui a 280 HP, ce qui est monstrueux. Philanthrope corrige quelques. Permet de te corriger sur quelques erreurs, notamment avec le switch avec l'énergie switch. Et vu qu'il peut attaquer en plus de ça, c'est pas mal. Tu peux faire de très très bons dégâts, tu peux même faire des one-shots sur pas mal de cartes. Sans one-shot absolument tout, et puis avec la ceinture maximale c'est encore mieux. Tu pioches des cartes. Bon, c'est pas le deck où tu pioches le plus hein, par contre, mais voilà. Et en plus de ça, bah, l'énergie de la Team Rocket te facilite lourdement la tâche sur les énergies. Donc bah voilà, ça te permet de te sauver sur une erreur au niveau des énergies. Pour le dernier deck, on va jouer, ça va être Festival Lead ou Fête du Festival. Enfin, Tête du Festival. Qui est un deck qui va jouer autour d'un talent, autour du talent Festival Lead ou Tête de Festival du coup, qui va permettre d'activer des effets. Un Tête du Festival, ça fait que si tu as le lieu du festival, donc lieu du festival, le terrain en gros qui possède le nom lieu du festival, alors tu peux attaquer une seconde fois dans le même tour. Tu attaques 2 fois dans le même tour. Et tu peux, hein. Donc t'es même pas obligé. Souvent tu vas le faire, mais t'es pas obligé. C'est pas une obligation. Voilà. C'est le deck le plus compliqué qu'il y a. C'est le deck le plus difficile à comprendre puisque on va jouer donc des pommes d'amour parce que c'est eux qui tapent le plus fort. On va avoir Badabouin qui permet d'aller chercher une. Enfin, pour chaque Badabouin que tu as possède. Hein, enfin, c'est pas que ça. En fait, tu peux activer une fois par Badabouin. Tu peux activer une fois par Badabouin et par tour. Tu vas aller chercher une carte de ton deck et la mettre à ta main. C'est monstrueux, hein. C'est l'une des rares cartes qui peut le faire, notamment aussi efficacement. Par contre, pour activer ce talent, il faut qu'il y ait le talent, faut qu'il y ait sur ton poste actif un Pokémon avec le talent tête du festival. Sinon, tu n'as pas le droit. Tu n'as juste pas le droit. On va jouer Poisson Roi qui a déjà tête du festival, comme Poissy-Reine. Mais en plus de ça, pour une énergie, tu peux taper à 60 et piocher 2 cartes. Avec le talent, tu peux taper 2 fois. Donc tu pioches 4 cartes et tu infliges 120. En gros. Tu infliges 2 fois, tu tapes une deuxième, tu tapes 2 fois, donc tu infliges 2 fois 60. Et en plus de ça, tu pioches 4 cartes. Sympathique, évidemment. Et avec Pomme d'amour, tu infliges au max, je crois, c'est 120. Tu infliges 20, c'est un 20 fois, je crois. Je crois que c'est un 20 fois, donc tu infliges que 100 pour une énergie. Ok. Très bien. Ensuite, il y a quoi? On a Shaymin pour protéger du banc, notamment parce que c'est très 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 fragile à Kyurem, notamment. Psycho Quack qui permet d'empêcher, avec son talent moiteur, tu empêches tout un tas de. Tu empêches Terraclope et Noctu Noir de se sacrifier pour infliger les dégâts. Et tu joues aussi les boulets roux et. Comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom. Et Rebasca. Et Beraska, je suis un peu... Et Beraska, qui en vérité, lui, va protéger des marqueurs de dégâts en plus par rapport à Shaymin. En fait, il protège Shaymin. Donc Shaymin, il protège uniquement les Pokémon qui n'ont pas d'encadré règle des dégâts sur le banc. Beraska, lui, protège tout le monde des marqueurs des dégâts et des marqueurs de dégâts. Sur le banc, je précise. Le poste actif n'est pas protégé, hein. Évidemment. Une petite chose qu'il faut comprendre sur le deck, c'est que Pomme d'amour, il fait 100 dégâts et il tape 2 fois, mais du coup, évidemment, s'il tapait à 140, il taperait 2 fois à 140. C'est intéressant de savoir ça. C'est important de savoir dans le deck parce que on va jouer des trucs pour augmenter les dégâts, évidemment. Déjà, on va jouer les énergies plantes. Une seule énergie, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de plus. On va jouer une civière. Il y a une civière dans le deck. Je crois qu'il y a une civière. Voilà. Il y a une civière et un soutien de Nephi dans le deck. Et on va jouer Détermination Lily, Ordre du Boss pour des cartes un peu staple. Détermination Lily pour piocher, évidemment. Ordre du Boss pour faire ton effet d'Ordre du Boss, quoi. Voilà, pour aller chercher un Pokémon sur le banc. On va jouer le coffre, la Secret Box, donc la Secret Box en high-tech, qui peut aller chercher un stade, un outil, une supporter, un objet. Évidemment, les cartes tu vas les chercher, notamment surtout quand tu es autant basé sur les objets,
sur les outils, notamment les outils d'augmentation de dégâts, et en plus de ça, tu as besoin de ton stade, évidemment. On va jouer Peaufine parce qu'on peut aller chercher n'importe quel Pokémon de base, on peut aller chercher avec Peaufine sauf Shaymin. Pokérogis parce qu'on n'a que des Pokémon non sans encadre de règles, on n'a pas un slot qui a un encadre de règles. Voilà. Donc on joue même pas Hyper Ball. Et on va avoir donc plein d'augmentations de dégâts. On va avoir le bandeau vaillant, le bracelet vaillant qui va augmenter de 30 les dégâts de des Pokémon qui. De tes Pokémon qui infligent une attaque au Pokémon X. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'était par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que le bandeau de bracelet, il fait que du coup, tu infliges 130 au lieu de 100. Mais sauf que ça, c'est pas que c'est sur ton tour, c'est pendant le tour. Petite chose, vu que tu attaques 2 fois dans le même tour, en fait, tu infliges plus 60 plutôt. Tu infliges plus de 30 plus 30 sur la première attaque et plus 30 sur la seconde. Voilà. Et c'est la même chose pour toutes les autres augmentations de dégâts. Ça sera la même chose pour toutes les augmentations de dégâts. Quand tu augmentes tes dégâts, ça compte pour les 2 attaques. Voilà. On a aussi Cassis qui peut soit switch, soit infliger 30 dégâts, soit te permettre d'infliger 30 dégâts supplémentaires. Et Karateka qui augmente les dégâts que tu infliges au Pokémon X de 40 au lieu de 30. Voilà. On va voir le ballon pour évidemment faire des switches parce que c'est ça qui sert. Et on a le terrain puisqu'on a besoin du terrain pour activer le talent. En plus du fait que le terrain te protège des états spéciaux. C'est intéressant à savoir, hein, c'est intéressant quand même. Mais voilà, ça te protège des états spéciaux. Voilà. Le deck, c'est le plus difficile, je trouve, à comprendre. Parce que il faut connaître l'interaction entre les objets et le talent lui-même. Il faut en plus plutôt une forte gestion. En termes de réflexion, il faut quand même une certaine gestion parce qu'il y a quand même une bataille des terrains qui se joue. Il te faut tout le temps des outils. Vous allez voir qu'il y a quand même des traits. Vous allez voir que du coup, en termes de piège, vous n'êtes pas par contre emmerdé. Ça, c'est pas trop, c'est le truc quoi. Voilà. En termes de ratio stabilité-poids, en termes de ratio poids-stabilité, c'est ok, tu as un peu de poids parce que tu as quand même besoin d'un outil, tu as besoin du stade, de tes évolutions, mais tu as Balabouin qui permet d'aller chercher tout ça très facilement, puisque tu vas chercher une carte gratuitement. Voilà. C'est simple. Et en plus, tu as Poisson pour piocher des cartes gratuites. Pour piocher 4 cartes. Voilà. Secret Box évidemment pour t'aider, hein, je précise. En plus de ça, on a évidemment détermination d'idée pour piocher, et puis c'est à peu près tout ce qu'il y avait en pioche. Évidemment, Peaufine et machin pour aller chercher les cartes, mais ça, je sais pas, je vous l'ai expliqué 40 fois. Je pense que c'est des cartes que vous devez connaître maintenant. C'est des cartes que vous devez connaître. Donc voilà. En termes de, du coup, d'erreurs, en fait, vu qu'on peut pas aller chercher ce qu'on veut, les erreurs sont assez diminuées fortement. En plus du fait que c'est un deck one prize. Donc, les erreurs, elles sont très difficilement graves. Et puis, souvent, même si par exemple, t'as pas la carte, t'as défaussé la carte qu'il fallait pas, tu peux aller la rechercher avec, Balabouin. Donc, ok. Et en plus de ça, t'es bien protégé sur le banc, donc ça pose pas de problème au niveau du banc. Les erreurs au niveau de l'inattention de ça, c'est pas très grave. Puisque du coup, t'as Shaymin, plus Beraska, plus Psycho Quack. Voilà. C'est le truc. Et vu que c'est en one prize, du coup, même si tu one-shot pas, c'est pas grave si tu one-shot pas, puisque, ok, tu fais un one-shot, mais du coup, tu vas récupérer 2 fois plus de prize que ton adversaire. Voilà. Et en termes de réflexion, ça c'était déjà fait. En termes de réflexion, ça va être principalement Balabouin. Qu'est-ce que je vais chercher avec Balabouin? Parce qu'en fait, tu peux aller chercher tout ce que tu veux. Donc tu vas chercher quoi avec Balabouin? C'est le seul truc de réflexion. Parce que Pomme d'amour pour taper tout le temps, c'est tout le temps avec lui. Poisson roi au début, sûrement la première attaque que tu vas faire pour toucher des cartes. Pomme d'amour derrière pour tout le temps taper. Badabouin pour aller chercher les cartes, mais c'est notamment sur ça parce qu'il faut que tu saches. Tu vas aller chercher quoi avec Badabouin? En gros du gros. Et après, peut-être la deuxième chose, c'est l'augmentation de dégâts. Est-ce que j'augmente mes dégâts? Est-ce que c'est intéressant d'augmenter mes dégâts maintenant ou pas? D'augmenter mes dégâts maintenant avec quoi aussi notamment, hein.
Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout en fait. Sinon, après, c'est de la gestion. Parce qu'il faut que tu aies un outil, il faut que tu ailles chercher des outils, il faut que tu ailles chercher des augmentations de dégâts, il faut que tu ailles chercher ton stat tout le temps. Et il faut que tu renouvelles ton deck assez facilement, puisqu'il faut que souvent, il va falloir que tu ramènes un autre pomme d'armure. Voilà. Mais c'est pas particulièrement difficile. Mais voilà. Donc, voilà les 5 decks donc, que j'estime intéressants pour les débutants, notamment si vous commencez, qui vous permet du coup de vous entraîner et de vous familiariser avec le jeu, sans être avoir un deck hardcore, hein, évidemment. Un deck hardcore, c'est un deck qui est vraiment pas fait pour, mais qui est pas difficile à jouer, qui est pas compliqué à comprendre, qui est en vrai que je conseillerais à un débutant. Puisque notamment on pioche beaucoup, souvent vous allez voir que du coup vous avez vu qu'on pioche pas mal, on a quand même pas mal de moyens d'aller chercher nos cartes, on a assez peu de punitions graves, les punitions sont... Enfin, les conséquences de tes erreurs sont pas super graves, notamment, ouais. Et puis, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 4 heures non plus pour jouer, hein. Souvent, tu sais ce que tu as à faire, tu vas très vite comprendre ce que tu as à faire et comment tu vas le faire. Voilà, au bout de 2 games, tu as à peu près compris. T'as peut-être pas dès la première game, peut-être qu'au bout d'une deuxième, il te faudra une deuxième game pour comprendre exactement, ok, d'accord, je peux faire ça, je vais faire ça comme ça, machin. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos, et à toutes